beauté à couper le souffle. L'Antarctique, bien plus grand que l'Europe, est le continent le plus sec au monde et pourtant sa calotte glaciaire renferme 70% des eaux douces de la planète. Cette couche de glace, d'une épaisseur de 2 à 3 km, en fait le continent à l'altitude la plus élevée. Avec des vents soufflant à 300 km/h et un record de température de moins 93 degrés centigrades, c'est aussi l'endroit le plus venteux et le plus froid du globe. L'Antarctique est véritablement un no man's land, une autre planète complètement désertique où l'homme ne peut que survivre. Mais l'Antarctique est aussi une terre vierge de toute pollution industrielle. Un monde de glace et de roches qui n'appartient qu'aux espèces animales qui ont superbement réussi à s'adapter. La faune de l'Antarctique se retrouve en totalité sur les pourtours côtiers et dans les eaux de l'océan austral. Dans les eaux glacées, 300 espèces de poissons vivent. On y observe également des centaines de millions d'oiseaux, de cétacés et de phoques. Non, vous ne rêvez pas. C'est bien au pôle Sud que ça se passe. Mais est-ce bien l'endroit idéal pour ce genre de choses? Et comment en est-on arrivé là? Tout a commencé il y a longtemps, bien longtemps. Nous sommes le 16 août 1897. Le Belge Adrien de Gerlache quitte le port d'Anvers à bord de son bateau, le Belgica. Avec lui, 2 hommes. Le tout jeune Norvégien Roald Amundsen, qui sera plus tard le conquérant du pôle Sud, et l'Américain Frederick Cook, qui lui aussi s'illustrera dans la conquête des pôles. Adrien de Gerlache et son équipage sont les premiers à passer un hiver en Antarctique. Cette expédition fut cependant à 2 doigts d'une fin dramatique, tous les participants étant atteints de scorbut. Un des membres mourra d'ailleurs et 2 autres deviendront fous. C'est finalement Frederick Cook qui sauvera le reste de l'équipage en les forçant à manger de la viande fraîche de manchots et de phoques riche en vitamine C. Du reste, la conquête du pôle Sud fut le théâtre de drames épouvantables qui peuvent s'expliquer par la méconnaissance des conditions climatiques inimaginables de cette terre de superlatifs. Au début du XXe siècle, son isolement est total. Le voyage en bateau depuis l'Australie ou la Nouvelle-Zélande prend de 1 à plusieurs mois. Pour y parvenir, il faut affronter les terribles tempêtes des mers australes avec des vagues de plus de 15 mètres qui endommagent les structures des bateaux et emportent les hommes. Parmi les drames humains qui se déroulèrent en Antarctique, le plus poignant est la course implacable pour la conquête du pôle Sud que se livrèrent en 1911 Robert Scott et Roald Amundsen. Robert Falcon Scott était un officier anglais ayant à son actif une expédition en Antarctique entre 1901 et 1904. Pour arriver au pôle, il va choisir la voie ouverte en 1909 par l'explorateur anglais Shackleton qui arriva à 180 km du pôle Sud. Un chemin de 2800 km en remontant le glacier Bertmore long de 160 km.
Le second protagoniste de cette course, Roald Amundsen, était un explorateur norvégien qui avait réussi l'exploit de découvrir à bord de son petit bateau le passage du Nord-Ouest entre le Canada et la banquise arctique. Le rêve de sa vie était la conquête du pôle Nord. Il réussit à mettre une expédition sur pied. Mais 9 mois avant le départ, ayant appris que son ami Frédéric Cook prétendait avoir réussi à atteindre le pôle Nord, Amundsen changea secrètement ses plans et décida de tenter la conquête du pôle Sud. Pratiquement ruiné par les préparatifs de son voyage, il quitte Oslo à bord du Fram. Ce n'est qu'à Madère qu'il annonce à son équipage la vraie destination de l'expédition. Il envoie également un télégramme laconique à Scott pour l'avertir de son projet. Scott, arrivé en Antarctique avec 65 hommes, met le premier été à profit pour établir des dépôts de vivres et combustibles qui serviront lors de la tentative finale l'été suivant. Malheureusement, contre l'avis de ses compagnons, le plus gros dépôt, d'1 tonne, sera installé trop près du camp de base. Cette erreur lui sera fatale. Après l'hiver austral, une caravane hétéroclite de véhicules motorisés, de chiens et de poneys tirant les traîneaux se met en marche. De son côté, Amundsen se prépare. C'est un explorateur expérimenté. Il a passé toute sa vie à apprendre les techniques de survie en milieu polaire et à les perfectionner. Il monte son expédition en se basant sur l'expérience qu'il a acquise parmi les Inuits et comme eux, il choisit d'utiliser des traîneaux et des chiens d'attelage bien adaptés au climat polaire. Il constitue sa petite équipe et le 19 octobre, il prend le départ avec 4 compagnons, 4 traîneaux et 52 chiens. Ouvrant une voie extraordinairement difficile et jusqu'alors inconnue, l'équipe arrive sur le plateau polaire à 3000 mètres d'altitude le 21 novembre en réalisant des étapes de 30 km par jour et 1700 mètres de dénivelé lors de l'escalade du glacier Axel Heiberg. L'idée d'Amundsen est de tuer les chiens les plus faibles au fur et à mesure du trajet pour nourrir les hommes et les chiens restants. De cette façon, il résout le problème du transport et celui de la nourriture. Mais pour un homme sensible et aimant les chiens comme Amundsen, c'est un cauchemar. Il ne participe donc pas à l'abattage des chiens. Et les premiers repas de viande de chien bouillie ne sont pas des festins agréables. Det lukter bra. Får ta prøven på den dansen. Håper det smaker like bra. Ja, prøv den. Det er jaggu meg godt. Det er godt. Mais grâce à l'apport de viande fraîche dans leur alimentation, cette terrible méthode permet à Amundsen et son équipe d'éviter le scorbut. Et le 14 décembre, ils atteignent le pôle Sud. Pour témoigner sa reconnaissance à tous les membres de l'équipe, Amundsen leur demande alors de planter le drapeau norvégien avec lui. Uten felles innsats hadde dette ikke vært mulig. Derfor skal alle være med og plante flagget. Så planter vi deg, du kjære flagg, på Sydpolen, og gir sletten den ligger på navnet Kong Håkon den 7.
Une petite tente est montée et des mesures de latitude sont multipliées durant 24 heures pour s'assurer qu'ils ont bien atteint leur objectif. 5, 4, 3, 2, 1, 12 akkurat. 46 grader, 12 minutter. À ce moment, Scott est encore à 572 km du pôle. Dès le début de son expédition, les véhicules motorisés tombent en panne. Les poneys doivent être abattus au pied du glacier Bertmore. Ce sont alors les hommes qui devront tirer leur traîneau de 360 kg sur la distance de plus de 2000 km aller-retour. Scott et son équipe atteignent le pôle le 18 janvier 1912. Constatant qu'Amundsen les avait précédés de 5 semaines, la déception et l'amertume de Scott se lisent dans son journal. Le pire est arrivé. Tous les rêves éveillés s'en vont. Grand Dieu, ceci est un endroit horrible. Le lendemain, Scott reprend le chemin de la base. Maintenant, nous tournons le dos au but de notre ambition pour entamer un nouveau labeur singulièrement rude. 1280 km pendant lesquels nous devrons haler notre traîneau au prix de pénibles efforts. Malgré les conditions extrêmes, Scott fait charger 15 kg d'échantillons de roche sur le traîneau surchargé. Déjà à bout de force, les hommes s'épuisent de plus en plus. Les bidons de combustible mal conçus, placés dans les dépôts, laissent échapper le pétrole destiné à fondre la neige, indispensable à la préparation de boissons. Vendredi 26 janvier. Maintenant, nos nuits sont courtes. Notre appétit grandit. La nécessité d'une ration un peu plus abondante se fait sentir. Mercredi 1er février. Notre état ne s'améliore pas, surtout celui d'Evans. Notre compagnon s'affaiblit et son humeur devient sombre. Nous avons la figure gercée et crevassée par tous les vents que nous avons subis. Un mois après le départ du pôle, c'est le premier drame. Evans reste très en arrière. Tous les 4 partons au-devant de lui sur les skis. J'arrive le premier. L'aspect de notre pauvre camarade est effrayant. Il est là, à genoux, le regard égaré. Il dit qu'il a dû s'évanouir. Quand nous le ramenons sous la tente, il est déjà dans le coma. À minuit et demi, il s'éteint doucement. Après la mort d'Evans, la situation empire de jour en jour. Oates a les pieds gelés. L'hiver précoce fait descendre la température à moins 40 degrés et le blizzard souffle sans arrêt. Samedi 10 mars. Les pieds gelés d'Oates sont encore en plus mauvais état. Avant-hier soir, il s'endormit espérant ne plus rouvrir les yeux. Le lendemain, hélas, il se réveilla. À ce moment, le blizzard soufflait. Il nous dit alors « Je sors, je serai peut-être quelque temps dehors ». Nous avons essayé de l'arrêter, puis il a disparu dans les tourbillons de neige. Nous ne l'avons plus revu. Ce triste jour était le 32e anniversaire d'Oates. Après le sacrifice d'Oates, les derniers jours des 3 survivants seront cauchemardesques. Tirant leur traîneau sur une neige cristallisée par le froid intense, les malheureux ont l'impression de tirer leur énorme charge sur du sable. Le 20 février, les 3 survivants montent leur tente une dernière fois.
Maintenant, tout espoir doit être abandonné. Nous tiendrons jusqu'à la fin, mais nous nous affaiblissons graduellement. La mort ne peut plus être loin. C'est épouvantable. Je ne puis écrire plus long. Pour l'amour de Dieu, occupez-vous des nôtres. Leurs corps gelés seront retrouvés 9 mois plus tard, à 18 km à peine du dépôt d'une tonne de nourriture et de combustible qui les aurait sauvés. Des années plus tard, Gaston de Gerlache, le fils d'Adrien de Gerlache, se rend en Antarctique pour y construire la base Roi-Baudouin. De 1957 à 1961, 3 expéditions scientifiques y sont envoyées. Guy Van Pelt fait partie de ces expéditions de 1959 à 1960. Les membres de cette expédition resteront 15 mois sur place, ne jouissant que d'un confort très relatif. Cependant, leurs conditions de travail, bien que pénibles, n'auront rien de comparable avec celles des premiers explorateurs. Non, je pense qu'un confort, je dirais un confort normal de camping, était vraiment là, on avait la chaleur qu'il fallait. Donc quand tu vois en 50 ans ce qu'on est parvenu à faire, et maintenant on va encore plus loin, 1880, à Bouillin, de Gerlache à Mussen, ceux-là, ça c'était des... On peut dire que c'était des gars impensables. Confronté à une météo meurtrière, Guy a été le spectateur impuissant d'un terrible drame lors d'une visite à la base japonaise de l'Antarctique. Fukushima faisait partie de l'expédition et en fait, il travaillait dans un shelter qui était probablement à 50 ou 100 mètres de l'entrée de la base. Le blizzard s'est levé, un blizzard très très sérieux, et le soir, Fukushima n'était pas rentré à la base. Et je pense que 3 ans après, on a retrouvé son corps pratiquement intact à 3 km de la base. Malgré l'évolution permanente de la technologie, l'Antarctique reste encore le lieu le plus inhospitalier de la planète, un endroit où la moindre négligence peut être mortelle. Jusqu'à présent, l'Antarctique a été préservée de toute activité industrielle et militaire grâce au traité de l'Antarctique signé en 1959 et ratifié par 49 États ou parties. Le monde a bien changé depuis l'expédition du Belgica en 1897. Des activités dites pacifiques, telles que le tourisme, commencent à prendre de plus en plus d'importance, avec actuellement plus de 35 000 visiteurs par an. Mais est-ce bien l'endroit idéal pour ce genre de choses? Je vous demande juste 2 petites minutes de votre attention. Donc vous avez 1h30 à terre, ce qui veut dire qu'à 11h30, on vous demande d'être de retour ici au plus tard. Donc pendant cette heure et demie, vous allez pouvoir... Ces activités sont régulées de façon drastique par l'Association internationale des tours opérateurs en Antarctique. Cette association impose des règles très strictes. Obligation pour les navires d'utiliser un fuel propre. Décontamination des effets des touristes avant les débarquements. Limitation à 100 visiteurs sur un même site au même moment. Chaque groupe de 20 personnes devant être encadré par un guide spécialisé. Grâce à ces mesures,
l'impact de l'activité touristique peut être considéré comme négligeable, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas de certaines bases scientifiques. La vraie menace qui pèse sur le continent antarctique ne vient pas de ce tourisme responsable, mais du seuil de rentabilité d'une éventuelle exploitation du sol et du sous-sol, ainsi que des changements climatiques que subit notre planète et qui affectent directement l'Antarctique. Par souci de protection de ce continent indispensable à la survie de l'humanité, souhaitons qu'il continue à rester un no man's land, une terre qui n'appartient à personne et surtout qui n'est utilisée qu'à des fins pacifiques et non industrielles.